Alors, aujourd'hui, nous allons parler du confort acoustique en copropriété et je vais vous présenter, moi j'essaie, oui, voilà, quelques règles d'usage de ce webinaire. Je demande à toutes les personnes qui sont là pour écouter le webinaire, donc de déconnecter leur caméra et leur micro. Vous pouvez donc poser toutes vos questions dans la partie Q et R que vous avez en bas à droite de non, en bas au centre de votre écran. Je vais vous rappeler, vous présenter en quelques mots l'Agence parisienne du climat. Nous aurons ensuite l'intervention de Monsieur Philippe Strauss, qui travaille au centre d'information du bruit. Et nous avons ensuite Monsieur Pierre Hugonnet du bureau d'études acoustiques Immersound qui viendra nous parler de cas concrets. En fin de ces deux interventions, nous avons prévu du temps pour donc des questions-réponses et nous tâcherons de répondre à toutes vos questions. Alors, l'Agence parisienne du climat. L'Agence parisienne du climat, elle a été créée en 2011 sous l'initiative de la ville de Paris pour qu'elle soit accompagnée dans sa mise en œuvre de son plan climat, air, énergie. Nous avons donc plusieurs thématiques, j'allais dire des thématiques qui vont toutes tourner autour du changement climatique, euh, qui sont plus importantes pour nous. Ça va être tout ce qui va concerner le bâtiment, les consommations d'énergie par les bâtiments parisiens et notamment les copropriétés. Consommation d'eau également, consommation d'eau et d'énergie. Nous avons une thématique aussi importante qui est la qualité de l'air. On essaie de faire la promotion sur tout ce qui est déplacement doux, donc vélo ou alors véhicule électrique. Nous faisons de l'information sur l'installation, par exemple, de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les parkings de copropriété. Nous faisons aussi de la sensibilisation par rapport aux déchets que nous produisons, de façon à limiter cette quantité de déchets. Et par rapport à tout ce qui est problématique sur le réchauffement climatique, nous essayons également de promouvoir tout ce qui est végétalisation de cours d'immeubles, végétalisation de toitures quand c'est possible, et nous nous penchons sur les problèmes de rafraîchissement à mettre en œuvre, solutions à mettre en œuvre du fait que nous allons avoir de plus en plus de périodes caniculaires. Au sujet de la rénovation énergétique des copropriétés, nous proposons donc des conseils sur des travaux de rénovation énergétique, que ce soit à l'échelle de la copropriété ou à l'échelle des logements individuels. Nous avons de nombreux rendez-vous, comme celui d'aujourd'hui par exemple, des réponses de professionnels. Nous organisons également des visites de copropriétés qui se sont rénovées. C'est important de faire participer donc, des copropriétés qui ont mené à bien ce projet de rénovation, qui peuvent parler des travaux, des aides financières et qui peuvent donner leur retour d'expérience sur cette grande aventure. Euh, Nous publions également de nombreux articles sur nos thématiques de prédilection et nous éditons des guides et des brochures pour aider les copropriétés. Nous organisons 4 cafés climat. Le prochain, pardon. Nous organisons à peu près 4 cafés climat par an. Le prochain café climat aura pour
thème la précarité énergétique. Et une fois par an, nous organisons, alors cette année, il s'appelle le défi Déclic. Initialement, ça s'appelait le famille à énergie positive ou famille zéro déchet. Je vous en parlerai dans quelques instants. Alors oui, le défi Déclic, c'est pour sensibiliser la population parisienne au, à la quantité d'énergie qu'on utilise tous les jours. Il est facile d'appuyer sur un interrupteur, mais on ne va pas forcément éteindre la lumière tout le temps. On a cette facilité assez extraordinaire d'avoir de l'énergie à portée de main et on en profite sans forcément se poser la question de tous qu'on s'appelle les répercussions que cela peut avoir. Donc, l'objectif est que pendant un délai de 5 mois, on va essayer de réduire ces consommations d'eau, d'énergie et de déchets qu'on produit journellement dans un ménage. C'est assez ludique, on n'est pas là pour faire culpabiliser les gens, mais ça permet de se rendre compte par exemple, la quantité de déchets que l'on va produire. On sort sa poubelle par exemple, tous les jours, sans savoir quel poids elle fait et ce qu'on y a réellement mis dedans. Alors, il est encore possible de s'y inscrire sur ce défi Déclic. On a, je crois, jusqu'à peu près le 12 novembre. Pour terminer, par rapport à la présentation au sujet de l'Agence parisienne du climat, nous avons aussi mis en place une plateforme qui s'appelle Coach CoPro, c'est une plateforme Internet où une copropriété peut s'inscrire. En général, c'est un membre du conseil syndical qui va s'inscrire parce qu'il y a un projet de rénovation énergétique, il y a des questions qui se posent. Et dans ces cas-là, cette copropriété va pouvoir utiliser un centre de ressources où nous mettons en ligne beaucoup de documentation, comme par exemple des cahiers des charges pour des diagnostics techniques globales ou un cahier des charges pour de la maîtrise d'œuvre de conception. Cahier des charges qui a été rédigé en partenariat avec l'association des responsables de copropriété. Nous avons également dessus un annuaire de professionnels et vous y trouverez également une carte des propriétés rénovées. À partir du moment où vous allez être inscrit sur cette plateforme Coach Pro, dont l'adresse est à l'écran, vous allez être rappelé par le ou la référente de votre arrondissement pour faire le point sur votre projet et puis essayer de répondre à vos attentes. Donc voilà la présentation de l'Agence parisienne du climat. Maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Philippe Strauss et ensuite, ça sera Monsieur Pierre Hugonnet qui prendra la parole. Bonjour à toutes et tous et merci à l'APC pour son invitation. Monsieur Théo, est-ce que vous voulez bien activer ma vidéo? Alors, j'essaye de voir comment on active votre vidéo. Est-ce que vous pouvez essayer de le faire de votre côté? Logiquement, vous devez avoir la main sur... Voilà, ça y est. Merci beaucoup. Super. Alors, je partage l'écran.
Est-ce que vous voyez le diaporama à l'écran? Très bien, oui. Parfait. Donc le CIDB, Centre d'information sur le bruit, juste un petit mot sur cette association reconnue d'utilité publique et qui existe depuis 1978 et qui a pour rôle d'informer sur le bruit, que le bruit, mais tous les bruits. Et dont le site internet est www.bruit.fr. Pardon, fausse manip, je reviens en arrière. Le CIDB propose notamment une permanence de conseil en acoustique du bâtiment dédiée aux particuliers, permanence gratuite. C'est en quelque sorte le seul point rénovation info-service dédié à l'acoustique, puisque on a bien observé que c'était très compliqué lorsqu'on avait des stratégies de travaux, des projets de travaux d'amélioration acoustique, c'était difficile de trouver des acousticiens il y en a quelques-uns qui travaillent avec les particuliers, mais donc ça permet de défricher un petit peu les problématiques et puis ensuite de se tourner, le cas échéant, vers des professionnels pour vous accompagner dans vos travaux. Alors désolé pour tous ces prérequis, l'acoustique est un petit peu plus complexe que les décibels sont un peu plus complexes que les calories. Et donc il y a un certain nombre de prérequis, de connaissances de base qu'il faut apporter pour qu'on ait tous le même vocabulaire et qu'on puisse discuter ensemble, échanger ensemble. C'est les acousticiens, les ingénieurs en acoustique, lorsqu'ils interviennent dans des projets de construction, passent leur temps à faire de la pédagogie, à parler avec les architectes, avec les thermiciens. Ils doivent beaucoup raconter la façon dont le bruit se propage, la façon dont les décibels s'additionnent, etc. Donc le rôle qui m'est dévolu, c'est d'apporter un petit peu les éléments de base. Je vais essayer d'être le plus concret possible. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un son? Eh bien, ce sont des molécules d'air qui vont se rapprocher et s'éloigner les unes des autres avec la propagation de l'onde. Et donc c'est la propagation d'une différence d'une pression atmosphérique qui se resserre, qui augmente lorsque les molécules se resserrent. Et donc c'est cette variation de pression atmosphérique qui arrive jusqu'à nos tympans et que notre oreille est capable de percevoir. Alors, notre oreille est particulièrement phénoménale en termes de physiologie, de finesse et de capacité de notre audition, puisqu'elle est capable de percevoir des variations de pression, des pressions avec un seuil d'audibilité qui est de 20 sur 1 million de pascal, donc c'est très 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 faible. Et puis, pardon, je vais dans le mauvais sens, et un seuil de la douleur qui est lui de 20 pascal. En fait, on a un rapport de 1 million entre le seuil, le bruit le plus fort qui commence à créer de la douleur et puis le bruit le plus faible. Donc c'est très difficile à manier comme échelle la pression acoustique avec cette échelle qui va de 0 à 1 million. Et c'est pourquoi les laboratoires Bell, avec Graham Bell qui faisait partie de leur équipe, qui s'est aperçu que la sensation auditive, en fait, elle varie avec le logarithme de la pression acoustique, avec le logarithme de l'excitation. C'est une loi dont on s'est aperçu, et donc c'est très pratique en fait d'utiliser plutôt une échelle logarithmique qui va de 0 décibels à 120 décibels. Donc le seuil d'audibilité correspond à 0 dB et le seuil de la douleur à 120. Alors c'est très pratique parce que ça permet de resserrer cette échelle énorme. On
passe d'une échelle de 1 million à une échelle de 0 à 120, mais par contre il y a d'autres inconvénients, c'est le fait que les logarithmes obéissent à une arithmétique particulière. Donc lorsqu'on a des différences de niveau en dB, eh bien une variation d'1 décibel, c'est à peine perceptible. On commence à percevoir une variation lorsque la différence est de 3 décibels. La différence est nette autour de 6, c'est vraiment flagrante à 10 décibels. C'est vraiment de la sensation, c'est la physiologie de l'oreille qui explique ça. Donc bien garder en tête que lorsqu'on arrive à diminuer par exemple un bruit qui rentrerait dans un logement, bien se fixer 1 décibel d'objectif, ça sert à rien. Pareil pour les pouvoirs publics ou les gestionnaires de voies lorsqu'ils visent des réductions de trafic par exemple, ou mettent en place des technologies de réduction du bruit, des enrobés moins bruyants, des choses comme ça. Viser 1 décibel, ça sert à rien. Il faut au moins viser 3 décibels, voire dès qu'on fait des améliorations acoustiques dans les logements, on vise 5, parce qu'on sait que sinon, sur le moment, on a une légère impression d'amélioration, mais c'est pas suffisamment net. Donc bien garder en tête ces ordres de grandeur. Donc cette échelle logarithmique, elle a donc cette particularité qui fait que là j'ai pas représenté l'échelle des 1 million, je me suis cantonné à des gains acoustiques compris entre 0 et 40, parce que sinon c'était trop grand, ça rentrait pas dans la feuille. Mais donc on voit que lorsqu'on a gagné 10 décibels, eh bien on a uniquement atténué d'un facteur 10 l'énergie acoustique, elle est divisée par 10. Lorsqu'on gagne 20 décibels, elle est divisée par 100. Et lorsqu'on gagne 30 décibels divisé par 1000, pardon, c'est un peu sensible, 40 décibels 10 000, et ainsi de suite. Et donc en termes de pourcentage, c'est ça qui est important, lorsqu'on divise l'énergie par 10, ça veut dire qu'on l'a atténué de 90%, il ne reste plus que 10% de cette énergie. Et on a obtenu un gain acoustique de 10 décibels. Lorsque on obtient un gain de 20 décibels, on a atténué de 99%. Lorsqu'on obtient un gain de 30 décibels, on a une atténuation, une énergie atténuée de 99,9%. Alors pourquoi je vous raconte ça? Eh bien, maintenant je pose la question. Donc on a toujours cette échelle logarithmique là, que j'ai juste considéré entre 0 et 30 décibels de gain, avec l'atténuation en pourcent en haut, et puis l'atténuation en décibels sur l'axe vertical. Alors on a vu que lorsqu'on diminue de 50%, on gagne 3 décibels. Et lorsqu'on diminue de 90%, on gagne 10 décibels. Alors maintenant, la question c'est, est-ce qu'une fenêtre qui atténue 90% de l'énergie sonore, est-ce qu'elle est efficace? C'est celle qui apporte une atténuation de 10 décibels. Mais en fait non. C'est en fait l'affaiblissement acoustique que représente une façade avec une fenêtre ouverte. Donc pourtant, ça atténue 90% de l'énergie, mais pour vraiment commencer à parler d'atténuation acoustique d'une façade, ce qu'on souhaite avoir dans la plupart des logements, il faut au moins avoir 30 décibels d'atténuation de la façade, et ça correspond à 99,9%. Alors, est-ce que 99,9% c'est très performant? Eh bien non, c'est la performance acoustique d'une fenêtre courante.
la performance acoustique d'une façade courante avec une fenêtre qui n'est même pas acoustique. Et lorsque on habite à proximité de voies de transport bruyantes, là on ira chercher des atténuations acoustiques de façade plus élevées, de 35, voire 38 ou même 40. Et donc c'est important d'avoir en tête ces ordres de grandeur, c'est-à-dire que les premiers décibels qu'on va gagner sont faciles à gagner, mais vous voyez, lorsqu'on va chercher 30 décibels, on a déjà atténué de 99,9%. Lorsqu'on ira chercher 40, on ira chercher des atténuations de 99,99%, il ne restera pratiquement plus rien. Et c'est là où le métier d'acousticien entre en jeu, c'est la difficulté d'aller chercher les décibels dans les performances élevées. Alors, cette arithmétique particulière dont je parlais, eh bien, c'est un bruit plus un bruit égale ce bruit plus 3 dB. Vous vous souvenez peut-être vos cours de maths du lycée, c'est la loi des logarithmes qui veut ça. Et pareil, un bruit de 60 décibels plus un autre bruit de 60 décibels, ça ne fait pas 120, ça fait 63. Donc, c'est des choses à garder en tête. Alors, autre différence entre les décibels et les calories, c'est que un son, il est défini par sa pression acoustique, par sa fréquence, qui détermine si le son est aigu ou plutôt grave, par sa durée. Et il y a d'autres différences avec les calories, c'est lorsque un bruit est entré dans un volume, dans un local, et bien le volume du local, ses dimensions, vont influer également sur ce bruit une fois qu'il est rentré dans le local, et également la réverbération, c'est-à-dire savoir si le local est réverbérant ou peu réverbérant. Donc on commence à voir un petit peu les difficultés que l'acousticien va rencontrer pour traiter le bruit. Il y a la fréquence qui entre en jeu, les sons aigus et les sons graves ne se propagent pas de la même façon, et puis les volumes et le caractère réverbérant influent sur la propagation également. Autre sujet de complexité, c'est qu'il y a deux sortes de bruits qui se propagent dans les constructions, dans les structures, dans une construction. On a des bruits aériens qui se propagent donc par l'air. Là, ici, c'est le trompettiste qui produit des bruits aériens qui vont aller exciter les structures, et là, ces structures vont éventuellement restituer cette énergie. Et puis, il y a des bruits solidiens, c'est les bruits d'impact, les bruits de pas par exemple, et les bruits de choc d'une chaise ou d'un objet qu'on laisse tomber sur le sol, et qui, eux, vont se transmettre de manière solidienne. Les solides transmettent le bruit. C'est pas pour rien que les Indiens d'Amérique mettaient l'oreille sur les rails des chemins de fer pour savoir si le train allait arriver. Donc ces deux types de bruits, aériens et solidiens, ne se transmettent pas de la même façon, et c'est pourquoi on voit que lorsque un bruit se propage d'un local d'émission à un local de réception, on va avoir une voie de transmission directe par la paroi séparative, et puis on aura toute une série de transmissions latérales par les murs, ce qu'on appelle les murs de refend, par le plafond, par le plancher. Et donc, si on regarde les choses de manière tridimensionnelle, ici on les a représentées en 2 dimensions, mais si on regarde les choses de manière tridimensionnelle, il y a en fait 12 transmissions latérales pour une transmission directe.
Et c'est ce qui explique que parfois, juste traiter la transmission directe, par exemple, traiter le bruit entre le logement du dessus et le logement du dessous, donc au niveau du plancher, ne suffira pas, puisque dans certaines configurations, avec des propriétés acoustiques des murs défavorables, eh bien, ce seront les transmissions latérales qui seront la voie de propagation prépondérante et qui pourront diminuer l'efficacité des travaux qu'on aura fait jusqu'à 5 décibels. Et puis on a également les transmissions parasites, en fait, c'est les orifices, les trous qui des conduits, des prises électriques par exemple, qui vont elles aussi contribuer à la propagation et à la transmission du bruit. Alors on a une réglementation acoustique qui date du 1er juillet 1970 et puis qui s'est intensifiée en 1996. Donc tout logement neuf construit depuis 1996 doit respecter des performances acoustiques et c'était le cas également pour les logements construits entre 1969 et 1994 et 1996 pardon, et avec des performances qui ont été intensifiées en 96. Il y a également une obligation de prise en compte de l'acoustique avec une attestation qui doit être produite. Ça, c'est depuis 2013. Alors, on a différentes performances qui sont dues dans les logements. Vis-à-vis des bruits extérieurs, ce sera un isolement acoustique vis-à-vis des bruits extérieurs. Entre logements, ce sera un isolement acoustique pour un bruit rose, pardon. Il y a également les bruits d'équipement, les bruits de choc, etc. Donc ça, c'est pour les logements collectifs. Et en maison individuelle, un logement neuf, c'est uniquement l'isolement vis-à-vis des bruits extérieurs qui est requis. Alors je passe un petit peu vite sur cette notion d'isolement. C'est donc la différence entre le niveau extérieur et le niveau intérieur. C'est la performance d'atténuation. C'est ça, un isolement acoustique. Et donc, vis-à-vis des bruits extérieurs, ce sera entre le niveau extérieur et le niveau intérieur. Et plus cet isolement est grand, meilleure est la performance. Une façade avec un simple vitrage de 3 ou 4 mm et une paroi opaque lourde apportera 22 à 23 décibels d'isolement acoustique. Lorsque on est à proximité dans un site faiblement exposé au bruit, on pourra se contenter d'un isolement inférieur à 30 décibels. À partir du moment où on commence à être sur un axe en bordure de voie ou devant une contre-allée avec une distance qui est plus proche d'un grand axe, là on commencera à rechercher, un isolement compris entre 30 et 35 dB. Et puis, lorsque on est concerné par des axes avec des trafics encore plus denses, type autoroute, route nationale à trafic dense, ou proximité d'une voie ferrée, TGV, ou plan d'exposition au bruit d'un aérodrome, à ce moment-là, on recherchera des isolements encore plus élevés, supérieurs à 35. Alors, pour des isolements compris entre 30 et 35, c'est principalement les menuiseries et les entrées d'air qui vont déterminer les performances d'isolement. C'est pour peu que la paroi opaque soit suffisamment dense, ce qui est en général le cas.
Mais lorsqu'on recherche des isolements plus élevés, eh bien, la paroi opaque, les transmissions latérales, les transmissions parasites par les coffres de volets roulants, les cheminées, la toiture, pourront avoir une importance. Donc, c'est le principe que j'avais évoqué précédemment. Quand on vise des isolements moyens, on n'a pas à mobiliser les mêmes stratégies et les mêmes efforts que lorsqu'on va rechercher des isolements plus élevés. Alors, il faut bien avoir en tête que donc il y a des doubles vitrages qui ne sont pas acoustiques, c'est les doubles vitrages symétriques, dont la lame d'air, la lame de verre, les deux lames de verre sont d'épaisseur égale. C'est ici le double vitrage 4-16-4 par exemple qui s'oppose couramment et qui apporte une performance acoustique. Ici c'est l'indice RW plus CTR qui est l'indice de performance du double vitrage, mais qui ne sera pas suffisant lorsqu'on ira rechercher des isolements importants si on est à proximité d'une voie routière bruyante. Le triple vitrage non plus n'apportera pas beaucoup plus. Quand on parle de double vitrage acoustique, il faut absolument avoir un vitrage asymétrique, c'est-à-dire avec deux lames de verre d'épaisseur différente. En général, on met la lame de verre la plus épaisse à l'extérieur pour lui apporter davantage de performance aux impacts, de type choc d'un ballon ou choses comme ça. Donc on commence à parler de double vitrage acoustique avec des compositions verrières, ce qu'on appelle 10-16-4. 10 étant la lame de verre extérieure, 4 la lame de verre intérieure et 16 la lame d'air qui se trouve entre les deux, l'épaisseur de la lame d'air. Le fait de mettre de l'argon à l'intérieur de la lame d'air n'aura pas d'influence sur l'acoustique. Et puis, lorsqu'on recherche des performances encore plus élevées, ici par exemple un RW plus CTR de 37, il faudra envisager un double vitrage acoustique renforcé de type feuilleté, c'est-à-dire que il y a un des verres qui est double lui-même et à l'intérieur duquel on a intercalé une feuille viscoélastique, une feuille de plastique viscoélastique spéciale qui confère des propriétés encore renforcées. Les porte-fenêtres coulissants sont particulièrement difficiles à atteindre des performances acoustiques pour des raisons d'étanchéité. Et puis on retrouve les mêmes relations pour les fenêtres de toit, les portes d'entrée, etc. Alors entre locaux, c'est pareil, c'est un isolement acoustique qui va caractériser la performance du logement. Là encore, plus l'isolement est grand, meilleure est la performance, et puis on viendra caractériser cette performance en amenant une source sonore normalisée. Ici au rez-de-chaussée, on mesure le niveau émis dans le local d'émission, on mesure le niveau à la réception, on fait la différence et ça détermine cet isolement acoustique. Alors vis-à-vis des bruits solidiens, cette fois, là c'est différent, c'est un niveau de pression de bruit de choc, et là, plus le niveau de bruit de choc est faible, meilleure à la performance. En fait, on vient apporter une machine à choc normalisée qui vient produire un bruit normalisé à l'étage, et puis on mesure en bas, et c'est le bruit qui est mesuré en bas qui détermine la performance au bruit de choc. Un dernier indice, j'en ai terminé avec les indices, je vous rassure. L'indice delta LW, c'est ce qui va déterminer la performance acoustique des sols, des revêtements de sol. Donc c'est ce qu'on trouve sur les étiquettes lorsqu'on va dans les grandes surfaces de bricolage et qu'on regarde les performances acoustiques
Et donc on recherche en général des sols souples acoustiques d'au moins 17 dB. Et puis pareil, lorsqu'on vient mettre en œuvre d'autres mises en œuvre, type parquet flottant, etc. Alors, dans l'ancien, on s'efforcera de ne pas dégrader les performances acoustiques existantes. Parfois, c'est le règlement de copropriété qui a des clauses qui stipulent précisément que tout travaux ne doivent pas dégrader les performances acoustiques existantes. Lorsqu'il y a une rénovation lourde avec un changement de destination, il n'y a pas d'obligation à se rapprocher des performances du neuf, mais les juges, lorsqu'il y a des contentieux, ont quand même tendance, la jurisprudence a quand même tendance à considérer que, imaginons qu'on transforme un logement en 2 logements, en 2 studios par exemple, et si on met des murs en papier cigarette, qu'on entend le voisin ronfler ou éternuer, eh bien les juges peuvent considérer qu'il y a eu défaillance en termes d'ambition acoustique. Donc attention même si c'est pas stricto sensu réglementairement obligatoire, essayer de viser les performances du neuf lorsqu'on fait une rénovation. Et puis au voisinage des voies bruyantes répertoriées comme telles soit par le préfet, soit par les cartes de bruit que toutes les communes doivent publier, eh bien il y a des performances acoustiques lorsqu'on fait une rénovation d'importance. Il y a des performances acoustiques à respecter, donc c'est la première fois que s'inscrit dans la loi une obligation de performance acoustique dans l'ancien, lorsqu'on fait des travaux importants dans des zones de forte exposition au bruit. J'insiste sur le changement de revêtement de sol, c'est cette obligation de ne pas dégrader les performances acoustiques initiales. Il y a un risque important d'action en justice de la part du voisin du dessous, et c'est une source très fréquente de conflits. Lorsque on remplace une moquette par un parquet ou un carrelage, faire très attention à s'entourer de compétences, car très vite on se retrouve avec des performances qui sont dénaturées, qui sont insuffisantes par rapport à ce qu'il y avait avant. La moquette est un sol souple qui apportait un certain affaiblissement, et donc il faut au minimum imaginer une pose flottante avec une sous-couche acoustique pour le parquet ou le carrelage. Et c'est des mises en œuvre un petit peu complexes, donc bien faire attention aux artisans auxquels vous faites appel. Donc il y a également l'importance d'adapter son comportement aux caractéristiques des lieux. Ça c'est en matière de troubles de voisinage. Je continue. Donc en matière de travaux acoustiques, il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut bien respecter. Identifier l'origine du bruit, hein. J'ai évoqué la typologie des bruits aériens, bruit solidien, les différentes transmissions, et donc il faut mener une véritable enquête pour bien déterminer l'origine du bruit et ses modes de transmission et de propagation pour pouvoir imaginer les stratégies. Mais donc ensuite la prescription. Donc bien faire attention aux transmissions indirectes qui peuvent propager l'essentiel de l'énergie, et c'est là où faire appel à un spécialiste, un acousticien, un architecte, un artisan expérimenté est un vrai conseil, parce que en acoustique, appliquer des principes de base, dans certains cas ça ne fonctionne pas, et on peut dépenser de l'argent
et être très déçu par le résultat. Donc je rappelle, viser au moins 5 décibels d'amélioration, ça c'est lié à la physiologie de l'audition, hein, qui fait que on commencera à avoir une sensation d'une vraie amélioration. Attention lorsqu'on remplace des fenêtres qui initialement étaient peu étanches et donc laissaient passer les bruits. Lorsqu'on habite à proximité d'une voie de circulation importante, à trafic important, eh bien, cette circulation avait un effet de masquage des bruits intérieurs à l'immeuble, une sorte de rumeur permanente qui pouvait masquer les bruits intérieurs à l'immeuble. Et lorsqu'on vient étanchéifier la façade, eh bien, cet effet de masquage disparaît et on se trouve... on passe d'un bruit permanent mais anonyme à des bruits qui, eux, sont tout sauf anonymes. C'est l'ascenseur, les cris ou la musique du voisin, etc. Et donc, attention on, on conseille d'essayer, tant que faire se peut, lorsqu'on augmente par exemple de 5 décibels l'isolation acoustique au bruit extérieur, d'essayer d'améliorer également l'acoustique intérieure. Peut-être que Pierre aura quelques conseils à donner sur des exemples de choses qu'on peut faire pour améliorer de manière simultanée les performances acoustique intérieure également. Alors ça c'est valable lorsque le bruit est continu, lorsque le bruit extérieur est continu. Avec le bruit intermittent des trains ou des avions, c'est pas le cas, on n'a pas cet effet de masquage. Et puis bien sûr la mise en œuvre, l'acoustique est particulièrement sensible à la qualité, aux soins apportés à la mise en œuvre, et donc très important c'est le devis, c'est le lieu de contractualisation entre le porteur de travaux, le maître d'ouvrage et puis l'artisan. Et donc bien faire attention à ce que soient stipulées, précisées les performances des matériaux et les techniques de mise en œuvre pour avoir un moyen de recours si les résultats ne sont pas là au rendez-vous. Alors, j'en ai presque terminé. Je commence un petit peu à empiéter sur Pierre, mais j'explique juste quelques principes d'isolation acoustique. Donc l'étanchéité, on a 3 leviers pour travailler sur l'acoustique. C'est l'étanchéité, la masse et la désolidarisation. L'étanchéité, on a coutume de dire là où passe l'air passe le bruit. Les points faibles, c'est les seuils de porte, les bouches de ventilation, les défauts de liaison entre blocs maçonnés. Donc bien soigner l'étanchéité. La loi de masse, donc là c'est plus une paroi est lourde, plus elle va empêcher l'énergie acoustique d'être transmise. Ici, entre l'énergie incidente et l'énergie transmise, c'est la masse de la paroi qui va atténuer le bruit. Et ne pas confondre isolation acoustique et correction acoustique. La correction acoustique, c'est donc l'isolation, je viens de le dire, c'est la masse de la paroi qui va apporter cette isolation. Et la correction, c'est lorsqu'on posera un éventuel matériau poreux et souple sur la paroi, et là ça va corriger la partie réfléchie ça va pas travailler sur l'énergie transmise, mais ça diminuera la réverbération du local, et donc bien différencier correction acoustique et isolation acoustique. C'est pas les mêmes stratégies de travaux. Parfois on aura avantage à jouer sur les deux, puisque
j'ai dit au début que lorsqu'un bruit entre dans un local, si ce local est très réverbérant, ce bruit va augmenter avec toutes les réverbérations, donc ce sera intéressant de travailler aussi sur la correction, mais en transmission, c'est vraiment la masse de la paroi qui compte. Alors la désolidarisation, donc entre deux structures, ici par exemple deux immeubles, on vient mettre un joint de dilatation entre les deux immeubles pour éviter qu'il y ait des conductions solidiennes. Et là pareil, pour éviter que le bruit se propage de manière solidienne dans toute la structure d'un immeuble, et il faudra faire appel à des coupures, acoustique pour éviter que c'est un peu comme l'énergie électrique, hein, comme l'électricité qui trouve tous les chemins possibles pour se propager. Les bruits solidiens, c'est pareil. Donc revêtement de sol souple ou sol flottant par exemple. Alors j'ai dit qu'il y avait que la masse du support, de la masse d'une cloison qui influait sur la transmission. Et alors c'est pas tout à fait vrai. Il y a également, il y a une soixantaine d'années, on a inventé un système masse-ressort-masse qui permet d'isoler un support, d'isoler une paroi avec moins d'épaisseur et qui permet également de corriger des problèmes de fréquence de résonance qui sont un peu les points faibles à certaines fréquences. Par exemple, dans les fréquences basses, les sons graves vont passer de manière prépondérante, et donc avec ce système masse-ressort-masse où on va intercaler un ressort avec une lame d'air, ici c'est le ressort, et puis on va rajouter de la masse avec un parement rigide. On va réussir à neutraliser l'énergie acoustique entre la paroi qu'on souhaite isoler et puis le doublage qu'on rajoute. Alors bien sûr, on en a pour son encombrement. Plus on va mettre des lames d'air importantes et puis des parements rigides de masse importante, plus on gagnera. Mais ça, c'est des principes classiques qui sont utilisés avec plaque de plâtre, laine minérale, et puis soit des plots collés, soit des mises en œuvre sur des ossatures, mais on va parler de ça ensuite. J'ai d'autres slides s'il faut montrer des solutions, mais j'en ai terminé avec les bases de l'acoustique et le vocabulaire et un petit peu tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir commencer à évoquer les solutions. Merci, monsieur Strauss, pour cet exposé sur un sujet assez vaste et pas simple du tout, j'allais dire. Euh, je me posais une question, peut-être qu'il faudrait rappeler simplement au public. Le CIDB peut justement répondre au public. En allant sur votre site, je crois qu'on peut prendre rendez-vous avec vous. Oui, tout à fait. Sur www.bruit.fr, il y a un formulaire de contact qui permet de faire une demande, et ensuite on rappelle les personnes, on essaye de trouver un créneau pour un rendez-vous. Il y a plusieurs permanences qui sont proposées par mois. Alors c'est des conseils qui sont faits à distance, on ne se rend pas Bien sûr. chez les particuliers, hélas. Donc avec toutes les limites de ce que peut faire un diagnostic à distance, mais lorsque les personnes viennent avec des photos, avec des plans, et éventuellement elles arrivent à savoir de quoi sont constitués les murs, etc., qu'elles ont mené ce petit diagnostic dont je parlais en amont, on arrive à défricher un petit peu la situation, et puis parfois c'est
Il y a plusieurs rendez-vous qui sont nécessaires, les gens reviennent avec un devis et puis on, on analyse les devis et on fait le tri par exemple entre les devis. Et donc ça permet ensuite de savoir s'il faut faire appel à un acousticien ou si finalement la situation est suffisamment simple pour s'en tirer avec les principes que j'ai évoqués précédemment. D'accord, merci. Nous allons maintenant laisser la parole à Monsieur Hugonnet, qui est donc qui travaille dans un bureau d'études acoustiques, pardon, et qui va nous parler de cas concrets. Je vous laisse la parole, Monsieur Hugonnet. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. Bien. Alors j'aimerais. Est-ce que vous me voyez? Non. Je vais. Il faut que vous activiez, je semblerait-il, ma vidéo. Alors attendez, je peux désactiver votre son, ce que je ne vais pas faire. Alors, discussion réglée. Est-ce que vous pouvez réessayer, s'il vous plaît? Oui, je pense que vous me voyez là. Oui, là, ça y est, on vous voit. Bien, et je vais pouvoir partager l'écran. Tout l'écran. Bien, allons-y. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Hum, Là, je pense que vous devez voir quelque chose. Oui, tout à fait. Bien, on y va. Merci à Philippe pour l'introduction qui a été faite sur les notions et les bases de l'acoustique. Je vais essayer de vous présenter un petit peu la situation actuelle d'un point de vue BET acoustique sur Paris. Et il m'a été demandé de vulgariser le plus possible la situation actuelle. Donc, je vais commencer par Paris, qui est un cas un peu particulier, mais qui est commun à différentes métropoles, les différentes sources de bruit dans les logements parisiens, les solutions techniques qui y sont associées, et enfin, je terminerai avec quelques conseils que nous pouvons donner, qui sont faciles à mettre en œuvre. Vous voyez toujours le PowerPoint? Oui, très bien. Oui. Oui, très bien, parce que je ne vous vois plus, moi, par contre. Donc, la situation parisienne, qui est de nature hétérogène, parce qu'il y a des logements qui sont extrêmement anciens, antérieurs à 1800, et d'autres qui sont bien plus récents, après-guerre ou dans les années 60. En qualité de BET acoustique, j'observe souvent qu'il y a une dégradation, comme l'a souligné Philippe Strauss, de l'existant. Cette dégradation, pardon, elle s'observe à travers la modification des revêtements de sol, le cloisonnement des surfaces pour faire des surfaces plus petites, et surtout, eh bien, la disparition de nos chers tapis et moquettes. À l'époque, il y avait de nombreux tapis présents sur le sol qui avaient deux fonctions, de traiter le bruit de choc et aussi de permettre d'avoir des environnements feutrés à travers l'absorption acoustique des tapis. Et la mode, malheureusement, est plus au parquet collé et au béton ciré qu'au tapis. Donc on assiste à des espaces qui sont plus grands, plus réverbérants et parfois avec des niveaux de bruit de choc bien plus élevés. Ensuite, la réglementation est assez tardive et elle est assez souple par rapport au logement. De mémoire, ça doit être 53. Donc le RA, DNTA, pardon, 53, donc l'isolement entre deux logements, et 58 au bruit de choc. Autant vous dire que lorsqu'on parle à 80 ou à 90 décibels, ce qui n'est pas rare, on entend facilement avec 53 décibels d'isolement. Et enfin, l'évolution des sources de bruit, qui est un critère assez important, notamment musical, mais pas seulement. Je ne parlerai pas des circulations, qui est bon, qu'on connaît tous. Cependant, on assiste, je trouve, à des systèmes de diffusion sonore, des enceintes de plus en plus puissantes dans les basses fréquences, et surtout l'écoute d'un contenu audio qui est aussi plus chargé en basse fréquence dans le mixage. C'est-à-dire que maintenant, avec une Bose, en écoutant du rap,
on génère beaucoup plus de basses fréquences qu'en écoutant les Beatles sur un vinyle il y a quelques années. Et ce sont les basses fréquences qui sont le plus problématiques. Et par conséquent, eh bien, on a souvent des nuisances qui sont liées à cette écoute nouvelle. Donc, j'ai essayé de classifier les différentes sources de bruit. Alors, extérieures au bâtiment, M. Strauss les a évoquées, elles proviennent de l'espace public ou des cours intérieures. Ensuite, elles proviennent des parties communes, toujours d'un point de vue logement parisien, avec la circulation dans les halls d'entrée, dans les sas, dans les couloirs, les bruits d'ascenseur. Ensuite, les fameux bruits de voisinage direct, donc la télé du voisin, ses rires, ses pas, qui sont de nature différente, solidienne ou aérienne. Et enfin, les bruits d'équipement du bâtiment, soit intrinsèques au bâtiment, à travers soit la VMC, les bruits de porte ou les ascenseurs, ou privés, à travers, qui est un phénomène assez récent, avec l'ajout notamment de clim sur les toits ou en façade, qui viennent perturber la tranquillité des riverains. Donc, je vais essayer de vous présenter les différentes solutions techniques en fonction des bruits, soit extérieurs au bâtiment, soit en provenance des parties communes, soit des bruits de voisinage direct ou des bruits d'équipement. Donc, dans les solutions techniques qui fonctionnent, hein, je vais mettre de côté complètement tous les produits marketing qui sont vendus comme acoustiques, car acoustique, c'est un terme on peut lui faire dire ce que l'on souhaite. Je vais évoquer uniquement les choses qui fonctionnent bien. Pour les bruits qui sont extérieurs au bâtiment, on parle d'isolement de façade, M. Strauss l'a évoqué, et le principal problème, ça va être bien, les fenêtres donnant sur les façades. Alors, soit le vitrage possède un indice d'affaiblissement trop faible, mais souvent, c'est les joints qui sont en très mauvais état ou, souvent pour les anciennes fenêtres, l'absence de joints. Donc, je conseille de vérifier l'étanchéité des joints et, si ce n'est pas suffisant, de poser un vitrage acoustique qui est adapté. M. Strauss l'a également dit, se méfier du marketing commercial des fabricants et se référer uniquement à l'indice RW plus CTR, qui est l'indice référent en acoustique. Alors, je crois qu'il existe d'autres classements, comme le classement ACCAL, je crois, Ecotherm, mais qui se basent toujours sur ce fameux RW plus CTR ou RATR. Et enfin, lorsque la faiblesse ne provient pas de la fenêtre, elle peut provenir des anciennes ventilations qui donnaient sur extérieur. Et dans ce cas de figure, on peut apposer un piège à son qui traverse la façade et qui va permettre d'obtenir un isolement suffisant ou non, selon la complexité de son dimensionnement. Donc voilà, d'un point de vue logement vis-à-vis de l'extérieur, donc voie publique et cour intérieure, eh bien, ce sont les deux axes qui fonctionnent parfaitement. L'état des fenêtres et les pièges à son pour les ventilations naturelles. Cependant, attention à deux choses. Eh bien, plus on s'isole de l'extérieur, plus on se rapproche de son voisin. C'est pour cela que le dimensionnement des vitrages acoustiques, si on part sur une option de vitrage acoustique, eh bien, ne doit pas être trop performant et doit être cohérente par rapport eh bien, au niveau exposé. Auquel cas, vous allez faire baisser votre niveau de bruit résiduel chez vous et qui remplissait la fonction de masque, et vous allez vous exposer aux transitoires de votre voisinage qui sont bien plus pénibles au quotidien qu'un niveau de bruit continu, que le cerveau accepte bien plus volontiers. Et ensuite, attention aux artisans qui font de la pose assez aléatoire de vitrage acoustique à travers l'aide de mousse expansive. C'est-à-dire qu'ils vont poser le dormant, le bâti sur la façade en pose tunnel ou différentes, et puis ils ne vont pas s'embêter, ils vont mettre une finition à la mousse expansive qui va très bien tenir. Cependant, la faiblesse ne viendra plus de la fenêtre, mais viendra de la périphérie qui peut parfois aller jusqu'à 5 cm en périphérie. Et donc, il m'est arrivé plusieurs fois de constater chez des clients que la mise en œuvre était problématique. C'est-à-dire qu'ils avaient posé de façon simple la fenêtre, ils avaient caché les périphéries avec des bandes de placo, mais l'intérieur
était faite en mousse expansive. Et la mousse expansive, si vous voulez, c'est léger et rigide, un peu comme du popcorn. Donc, ça n'a aucune propriété acoustique en termes d'isolement. Ensuite, à partir des parties communes, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, alors j'ai essayé de scinder les actions en 2 points. Réduire le bruit à la source, et puis ensuite, action préventive, et en corrective, réduire le bruit à l'arrivée. Mais dans les parties communes, lorsque je suis missionné, eh bien, je recommande des revêtements souples, ou fibrés ou moquettes, et dans les vieux immeubles, de conserver les tapis qui étaient posés sur ces escaliers. Ils avaient une raison, c'est qu'ils permettaient de protéger les riverains des talons ou des bruits de choc des personnes qui montaient les escaliers. Quelque chose qui est assez peu connu, mais je recommande aussi les copropriétés de se doter d'une réverbération assez faible dans les couloirs et halls, ce qui va permettre de faire tomber le bruit ambiant et de travailler aussi sur l'atténuation naturelle par doublement de distance, c'est-à-dire qu'une discussion tenue d'un bout du couloir aura plus de difficultés à être entendue et bien plus loin, à travers les propriétés absorbantes du plafond. Ça peut être une moquette au sol, un plafond, mais le plafond, le faux plafond, c'est tout de même ce qui est le plus efficace et le plus simple à mettre en œuvre. Et enfin, ça peut paraître bête, mais un groom bien installé sur les portes évite qu'elles claquent, donc par conséquent qu'elles dérangent les voisins. Donc ça, c'était pour les réductions à la source. Et puis, d'un point de vue logement, qu'est-ce qu'on peut faire à l'arrivée? Eh bien, on va travailler sur l'étanchéité du bloc-porte, qui est le problème majeur. Et je peux vous certifier que chez tous les clients que je vais, le bloc-porte est souvent en question, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étanchéité, l'air passe. Par conséquent, eh bien, le son passe aussi. Donc là, il faut vérifier l'état des joints, leur bon écrasement, et puis surtout calfeutrer le bas de porte. Parfois, chez les clients, on observe qu'il y a pratiquement jusqu'à 10 à 15 mm. Donc on voit le jour, on voit ce qui se passe, mais surtout, les riverains sont exposés à toutes les discussions ou nuisances sonores en provenance de la circulation, des espaces de circulation. Et enfin, si les joints sont en bon état, votre seuil est comblé et que malgré tout cela, eh bien, vous n'obtenez pas satisfaction, eh bien, il faut mettre en place une porte acoustique, enfin une porte aux performances acoustiques. Et je recommande d'aller au-delà de 36 décibels en RW+C avec une menuiserie qui répond à la pose du DTU. Là, je vous présente des mesures que j'ai réalisées d'une porte d'appartement avec et sans étanchéité. Pardon. Donc en noir, vous avez en l'état, donc c'était une porte classique d'un vieil appartement parisien. Et lorsque j'ai réalisé un calfeutrement très classique avec des produits qu'on trouve dans les commerces de bricolage, eh bien, j'ai réussi à augmenter jusqu'à 10 décibels l'indice d'affaiblissement de ma paroi. Et j'ai pu passer de 23 à 33. Et 33, c'est déjà un peu plus confortable. Notamment avec un gain dans les hautes fréquences, qui sont souvent les fréquences qui attaquent le plus l'oreille. Alors, les solutions vis-à-vis des bruits de voisinage directs, cette fois-ci. Alors, réduction des bruits à la source, ce que je recommande, eh bien, ça va être de placer correctement vos enceintes. Évitez de les mettre directement sur le parquet ou sur le carrelage ou sur un meuble qui repose lui-même directement sur le carrelage. Il est intéressant de venir désolidariser l'enceinte ou le meuble au niveau des pieds à travers un matériau qui possède une déformation de sa structure. C'est-à-dire que les feutrines ne serviront à rien, mais des mousses souples, un coussin ou des produits plus adaptés conviennent parfaitement. Pareil, s'il vous plaît, arrêtons de faire claquer nos portes chez nous. Les voisins les entendent avec beaucoup de distinction. Donc, il n'est pas inintéressant de mettre des joints sur nos portes qui vont venir amortir un petit peu la fermeture et éventuellement installer des butées de portes progressives si les portes viennent à taper les voiles béton.
Les voiles béton, c'est une porte qui tape sur un mur, c'est un bruit de choc, et le bruit de choc, il peut s'entendre jusqu'à 3 étages en dessous. Et enfin, pour les musiciens ou les pianistes en particulier qui possèdent un piano à queue, s'il vous plaît, vous pouvez le décaler de 10 à 15 ou à 20 cm du mur, parce que la table d'harmonie se situe à l'arrière, donc la concentration énergétique du piano se situe à proximité de votre paroi, et non pas devant, comme on pourrait le penser. Donc, si vous décalez de 20 cm votre piano, eh bien, vous réduisez les transmissions solidiennes, cette fois-ci, enfin aériennes puis solidiennes, du piano vis-à-vis des avoisinants. Oula. C'est assez perturbant parce que je ne vous vois plus. Je parle seul à un PowerPoint, qui est un exercice assez délicat. Non, on est bien là, on vous écoute. Voilà, je reprends. Bien. Donc, on a vu comment réduire un petit peu les bruits à la source. Et maintenant, on va attaquer dans le vif du sujet avec comment s'isoler de chez soi vis-à-vis des autres. Eh bien, c'est un sujet qui est problématique car il faut identifier les cloisons et les surfaces qui posent problème. Et ça, chez vous, vous pourrez difficilement le faire si ce n'est acheter un stéthoscope, le poser sur les différentes cloisons et écouter ce qui se passe, et non pas à des fins d'espionnage. Et ensuite, il va falloir installer soit un faux plafond acoustique, si c'est le plafond qui est en question, soit une contre-cloison. À savoir que, comme M. Strauss l'a évoqué, eh bien, si le bruit est d'origine solidienne, il y a de fortes chances pour qu'il se propage à travers différentes parois, et le doublage d'une seule paroi ne sera pas forcément efficace. Un faux plafond acoustique, c'est un faux plafond qui possède une masse surfacique qui repose de façon souvent suspendue ou autoportante, et il ne faut pas penser qu'un faux plafond en dessous de 7 cm apporte un véritable changement. Voilà. Donc, en revanche, ça peut très bien fonctionner dans certains cas de figure. Il peut fonctionner vis-à-vis des bruits aériens, la télé, les rires, et il peut également permettre d'atténuer la perception des bruits de choc si votre plancher haut correspond bien à la surface de rayonnement la plus importante vis-à-vis de votre pièce de réception. Donc ça, c'est une solution. Et puis après, il va y avoir l'isolant sous chape qui va permettre d'atténuer le bruit de choc à la source. Alors, il existe d'autres systèmes, des sous-couches minces, qui possèdent des indices d'affaiblissement qui vont jusqu'à 20, 21 décibels. Cependant, ce qui n'est pas dit, c'est que ces 20 décibels, elles sont récupérées dans les hautes fréquences et pas dans les basses fréquences ni dans les bas médiums. C'est pour ça que si on met une sous-couche mince, on va améliorer certes le haut du spectre, mais en aucun cas nous aurons une amélioration des basses fréquences. Et les bruits de choc, c'est souvent les basses fréquences. Donc, il existe des isolants sous chape sèche, sous chape humide, qui permettent de pouvoir d'obtenir un isolement au bruit de choc important. À savoir qu'il n'y a pas de solution miracle, on perd de la hauteur sous plafond. Les derniers produits sur le marché permettent d'avoir un système tout compris autour de 7 à 8 cm, pas beaucoup moins. Donc, je ne connais pas beaucoup moi, de particuliers qui acceptent au prix du mètre carré parisien de mettre ce type de solution, mais il faut savoir que seules ces solutions marchent réellement. Et ça, c'est lié au bruit de choc. Et ça marche pour les voisins. Donc, c'est une perte de hauteur sous plafond chez soi pour améliorer le confort, la vie des voisins. Et là, je vous laisse face à la politique parisienne. Solutions. Alors, attendez, là, on a terminé par rapport aux solutions techniques liées au bruit de voisinage direct. Alors, nous attaquons les solutions techniques des bruits d'équipement, cette fois-ci du bâtiment. Eh bien, ça va être les mêmes que les bruits de circulation dans les parties communes. La VMC, les bruits d'ascenseur, notamment, peuvent être traités à travers l'étanchéité des blocs-portes qui donnent sur les circulations.
Donc, je vais passer rapidement. On travaille sur le joint périphérique, sur le bas de porte, et on met en place éventuellement un bloc porte acoustique si besoin. Et puis on arrive au bruit d'équipement privé, c'est-à-dire eh bien, Monsieur Dupont qui décide d'installer une climatisation sur son toit avec un CTA extérieur. Eh bien, il va falloir que celui-ci, enfin, s'il y a problème, la solution se passe par un capotage acoustique du CTA, c'est-à-dire qu'on va venir capoter, selon des contraintes aéroliques, les pertes de charge et acoustiques, eh bien, l'unité. Et ça fonctionne très bien. Deuxième solution, le moteur transmet des vibrations. Le compresseur transmet des vibrations, notamment des basses fréquences, le 50, le 100, les harmoniques, le 200 Hz, à la structure du bâtiment. Et dans ce cas-là, il va falloir mettre en place une désolidarisation du moteur. C'est quelque chose qui est très simple à mettre en avant. Cependant, elle doit être dimensionnée par un acousticien parce que les plots sont des plots qui sont dimensionnés pour une charge statique et il faut étudier l'installation. Et enfin, eh bien, on peut mettre également des pièges à son sur les ventilations motorisées afin qu'elles ne perturbent pas le niveau de bruit résiduel dans les cours intérieurs. J'en viens aux quelques conseils pour le confort intérieur, cette fois-ci, des logements parisiens. Et les conseils que je vous donne sont vraiment la résultante de mes visites chez les particuliers ainsi que mon expérience personnelle. J'incite vraiment les personnes à travailler les blocs-portes de chez eux, c'est-à-dire eh bien, apporter un isolement d'une pièce à une autre, d'une chambre, d'une cuisine, notamment en période de télétravail ou peut-être la salle de bain ou les toilettes. Et c'est très simple à faire, il suffit de mettre des joints correctement posés avec un seuil, un calfeutrage du pas de porte et on obtient les fameux 10 décibels avec, je vous dis, peut-être 40 € d'investissement par porte, voire moins. Je recommande, alors pour pouvoir calfeutrer les bas de porte, je déconseille les boudins en polystyrène. Je recommande plus les patins feutrés ou comme sur l'illustration, il existe sur des sites internet très connus pour 10 balles, 10 modiques euros, des systèmes en caoutchouc qui assurent l'étanchéité. Et si vous en mettez deux, un de chaque côté, eh bien, vous augmentez la performance dans les basses fréquences. Ensuite, les joints. Attention à vos joints parce que les joints, souvent, lorsqu'on les met en place, on ne peut plus fermer la porte. Ça arrive souvent. Donc, il faut prioriser des joints qui possèdent un fort débattement, c'est-à-dire que sans pression extérieure, ils occupent un volume, une épaisseur, dans ce cas de figure, de 7 mm, et sous contrainte, ils peuvent se replier et posséder plus qu'une épaisseur de 1 mm. Et il existe ces solutions dans les magasins de bricolage. Voilà. Et enfin, il faut savoir où les mettre. Et si vous observez le petit schéma à droite que j'ai réalisé ce matin, eh bien, il va falloir les mettre sur du coup, le dormant, là où le ventail vient s'écraser, c'est-à-dire sur la face intérieure et ainsi que sur la face intérieure, mais côté pommelle, pour avoir un écrasement de la tranche de la porte. Vous les posez tout en périphérie et vous assurez de pouvoir fermer la porte et le tour est joué. Ensuite, donc oui, les conseils intérieurs, ça va être travailler l'isolement des pièces entre elles et puis surtout travailler l'ambiance sonore de votre lieu à travers la présence de mobilier ou de surface d'absorption. Pour les particuliers, je suis d'accord qu'il n'y a pas grand-chose sur le marché. Il existe, hein, si vous cherchez un petit peu sur Internet, des solutions esthétiques. Mais le travail de la durée de réverbération, la disparition des flotteurs échos sont des notions qui sont assez simples à traiter et qui vont permettre de rendre votre quotidien bien plus feutré, de percevoir avec moins de distinction les bruits extérieurs également, et d'avoir un lieu dans lequel vous pourrez écouter la musique de façon plus agréable. Vous pourrez être 3, 4, 5, 6 à l'apéritif sans avoir une cacophonie dans votre salon.
Voilà, c'est des choses assez simples à mettre en œuvre et compte tenu du prix du mètre carré parisien, je trouve ça assez dérisoire. Ça semblerait dommage de ne pas en profiter. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai essayé d'être concis et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur Gonnet, pour toutes ces informations, pour ces exemples qui sont assez parlants, assez concrets. Euh, je, je me posais la question quand vous avez parlé, par exemple, de systèmes de systèmes de ventilation qui peuvent produire du bruit. Est-ce que dans ces cas-là, votre bureau d'études peut intervenir sur la toiture d'un bâtiment pour détecter quelles sont les causes de bruit que génère un système de ventilation? Je vous dis un système de ventilation parce que vous en avez parlé et que j'ai ça en tête. C'est vraiment pour le grand public, savoir si... Souvent, dans ce cas de figure, ça peut être une ventilation, une VMC motorisée ou souvent une clim, hein, un CTA qui est posé sur une cour intérieure. Admettons, récemment, j'ai travaillé pour une clinique, une clinique, oui, médicale, qui ont installé un CTA dans la cour et les riverains ne pouvaient plus dormir à la fenêtre ouverte parce que le CTA produisait un niveau de bruit supérieur au niveau de bruit résiduel avant son installation. Et dans ces cas-là, la méthodologie est assez commune, hein, c'est qu'on vient faire des mesures du niveau de bruit résiduel, on se base sur le décret de 2006, et puis le dimensionnement du CTA sera fait en fonction pour apporter un isolement qui pourrait correspondre à l'obtention du niveau de bruit résiduel avant la mise en œuvre du CTA, avec une tolérance de 3 ou 5 décibels en fonction de la période de la journée. Donc oui, c'est des choses qu'on pratique. D'accord. Et qui fonctionnent très bien. Alors, je regarde les questions. Alors, j'entends des bruits de discussion de mes voisins du dessous, bruits qui montent par des tuyaux de chauffage. Comment et avec quels matériaux isoler l'espace autour des tuyaux et que se passe-t-il en cas de fuite? Ah bah là, c'est un problème assez complexe. Il faut déjà identifier le tuyau en question. Comment se fait-il que les bruits se propagent dans ces fameux tuyaux? Et après, il va falloir mettre un piège à son dans le tuyau, à l'entrée ou à la sortie. Le son se travaille à l'émission, donc on peut mettre des baffes acoustiques, si vous voulez, qui permettent de pouvoir recevoir un débit d'air, mais retirer l'énergie acoustique qui est présente dans ce débit d'air. Parce que, oui. Je me posais la question, est-ce qu'il n'est pas plutôt question de chauffage central avec des fois des tuyaux qui vont passer d'un appartement à un autre pour la distribution dans les radiateurs de chaque logement? Et c'est vrai qu'il y a peut-être des vieux appartements, je pense à des planchers en bois, pour lesquels, en effet, il doit y avoir certainement des sons qui peuvent passer parce que l'air passe. L'air passe et dans ces cas-là, c'est peut-être un cas de feutrement pour éviter de faire passer de l'air et pourquoi pas encoffrer. Je propose. Hein. Alors, il m'est encore jamais arrivé de travailler dans ce cas de figure-là. Donc, l'acousticien, il doit venir sur place et puis rapidement, il décèle tout le bruit. Si effectivement, nous avons une tuyauterie qui est commune avec 2 appartements et que l'énergie acoustique dans un local est transmise à la tuyauterie, eh bien, il va falloir faire un coffrage ou apporter une masse lourde sur ce tuyau-là pour l'empêcher de vibrer la source. Voilà ce qui peut être fait. Mais vous savez, chaque cas est particulier, donc c'est complexe de vous répondre comme ça. Oui, bien sûr. Mais faire un coffrage, ça fonctionne très bien. Il va falloir disposer un système d'isolement acoustique entre la source de bruit et le tuyau. Enfin, le moyen de transmission. Donc, ça peut être effectivement un coffrage, mais ça prend de la place. Ou ça peut être la pose d'un silicone, un tour. On appelle ça un calorifugage. Il y a différentes solutions qui existent avec des matériaux nouveaux qui sont assez performants. Mais ça va consister à travailler soit sur un système de masse ressort, donc avec un système de coffrage avec une laminaire à l'intérieur,
soit d'apporter une masse lourde assez inerte, donc type un silicone ou il existe des bandes bitumineuses ou en silice qui fonctionnent très bien, autocollantes. Par exemple, pour le traitement des gaines VMC, qui sont des gaines de diamètre de 15 ou 20, et bien là, on vient travailler sur le capotage extérieur et à l'intérieur, on vient apposer des adhésifs de masse lourde afin de pouvoir lui apporter un renfort de masse, qui est la base de l'acoustique. Mais chaque cas est particulier. Merci. Alors, je regarde. Alors, Je voudrais éventuellement rebondir sur cette notion de réverbération interne que j'ai évoquée à la fin de mon slide. Les gens ne se rendent pas compte, mais 4 murs réfléchissants avec peu de mobilier ont forcément une réverbération qui est importante, au-delà de 0,8, 0,9. Il suffit de taper dans ses mains pour se rendre compte un petit peu comment la pièce va réagir. Et si vous avez des surfaces qui sont de BA13, classiques, qui sont parallèles, eh bien, on peut obtenir des flatteurs échos, c'est-à-dire un effet ping-pong qui est très désagréable et qui apporte un timbre métallique à la voix. Et c'est très souvent que chez les clients chez lesquels je vais, ils ont une chambre dénuée de tableaux, de rideaux, dans lequel, nous observons un flatteur écho. Ils s'en plaignent, mais ne savent pas comment le traiter. Eh bien, l'installation d'une bibliothèque, de surface d'absorption, de rideaux, peut traiter ce problème. d'accord. Ces phénomènes de, comment je peux dire, que des pièces résonnent, on le voit de mémoire, c'est souvent quand on emménage dans un local qui est vide, et avant d'avoir disposé des meubles, justement, on s'aperçoit que ça résonne dans tous les coins, alors Tout à que fait. petit à petit, une fois meublé, je pense que que ce soit une bibliothèque, les livres qui sont dedans font justement barrage à cette transmission sonore. Il ne faut pas barrage, ils apportent des éléments de diffusion, d'absorption ou diffraction qui Hmm. vont permettre d'avoir une absorption, in fine, de l'énergie sonore. Vous D'accord. pouvez faire une analogie assez simple avec le rétinien. Imaginez que vous avez souvent à mes clients, je leur dis ça, vous avez une ampoule qui possède une puissance donc, de 40 watts, vous avez 4 murs peints en noir en mat, eh bien, vous aurez une intensité lumineuse assez faible. Maintenant, vous transformez vos murs noirs avec la même ampoule, on la conserve, donc la même énergie est identique. Vous mettez des murs blancs ou des miroirs, eh bien, l'intensité lumineuse, elle, sera différente. Ce sera très clair. Pourtant, la puissance acoustique, l'énergie initiale, Et reste la même. identique. Mhm. Donc, le travail des revêtements et du mobilier viennent participer voilà, à la durée de réverbération. Alors, j'ai justement une question d'une personne pour l'intérieur parisien. Mettre des surfaces absorbantes pour limiter la réverbération, oui, lesquelles? C'est quel type de matière, quel type de surface? On rentre sur un grand débat, si vous voulez, c'est que malheureusement, il y a peu de solutions pour les particuliers qui soient esthétiques. Ces solutions, ça va être les fameuses mousses noires qu'on voit. Ça peut être des surfaces de tissu, ça peut être des rideaux. Il existe des tableaux acoustiques également. On peut faire imprimer un tableau sur une surface qui possède une performance d'absorption. Les performances acoustiques ne sont pas forcément liées à des matériaux vendus comme acoustiques. Ça peut être un tapis sur le sol, ça peut être une bibliothèque, ça peut être pas mal de choses. Donc, il existe des produits sur le marché, il suffit de taper sur Google, absorbant, panneau acoustique, ce que vous voulez. Je ne rentre volontairement pas trop dans le détail pour pas citer de marque ou faire de pub particulière. D'accord. Mais il existe des solutions bien plus esthétiques que ces fameuses mousses noires qu'on voit sur YouTube et sur Thomann. Voilà. Ça peut être de la laine D'accord. minérale compressée, de la laine de bois, ça peut être un tissu tendu sur un châssis.
Il existe pléthore de forums sur Internet qui les décrivent. J'ai une question qui est en rapport avec une isolation thermique et acoustique d'une toiture haussmannienne, donc un toit en zinc. Vaut-il mieux diviser l'épaisseur d'isolant en plusieurs couches? Et l'isolant préconisé ou l'isolant à laquelle cette personne penserait, ça serait du liège. Alors, l'isolant, j'ignorais que le liège était un isolant. C'est vendu comme sous-couche acoustique dans les grandes surfaces, mais ça ne possède pas des propriétés des propriétés très intéressantes au bruit de choc. Donc le liège, jamais en qualité d'acousticien, je n'ai prescrit du liège pour mes clients. Un isolant, donc sous toiture, ça va être un plafond suspendu, ça va être donc un doublage sur des résilients acoustiques avec une masse qui sont des plaques de BA13, BA13 phonique, Fermacell, bois et ciment. Il existe plein de solutions et dans lesquelles on va venir apposer une laine qui va faire office d'isolant thermique. Ça peut être une laine de bois, parce que maintenant les laines de bois arrivent sur le marché, ou plus classiquement une laine de verre. Mais non, le liège pour moi est à proscrire des dimensionnements acoustiques. Il m'est arrivé là récemment de travailler sur un escape game et le client avait collé donc l'escape game d'horreur. Donc c'est-à-dire que les clients, les visiteurs crient toute la journée. Et cet escape game était installé dans un appartement classique en rez-de-chaussée, un commerce du 9e arrondissement. Et ils avaient collé des plaques de liège au plafond, pensant apporter un renfort de l'isolement vis-à-vis des avoisinants. Ça ne sert absolument à rien. Voilà. D'accord. Et en quantité, et la matière elle-même n'est pas suffisamment isolante, on va dire. Mais pas du tout, ça ne marche pas du tout, quoi. Ça peut éventuellement travailler sur le plan de la réflexion, sur le plan de l'absorption, et encore, ça reste à démontrer. En tout cas, c'est pas. Mais sur le plan de l'isolement, ça vaut absolument rien. C'est léger. Donc, si on colle une surface légère sur un plancher existant, ça ne fait absolument rien. Il faut comprendre que pour pouvoir apporter un isolant, M. Strauss l'a dit, il faut travailler sur de la masse, sur un système masse-ressort-masse. Or, on n'applique pas de la masse sur un plancher comme ça, un plancher classique d'appartement. Donc, on travaille pour un gain d'espace sur un système masse-ressort-masse, où là, on vient mettre des plaques de BA13 souvent, ou avec une couche de résilient viscoélastique entre les deux. On met ça sur des filetages particuliers avec des suspentes à ressort ou sur élastomère pour avoir un système masse-ressort-masse, et là, ça fonctionne. Mais le liège, non, je vous confirme. Que j'infirme plutôt. J'ai eu de questions. Avez-vous déjà réalisé des audits mixtes, alors thermiques, acoustiques? Quel est le surcoût? Devrait-il se systématiser dans toutes les rénovations énergétiques? Et comment convaincre les copropriétaires? Là, c'est vaste sujet pour comment convaincre les copropriétaires. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des cas où, en effet, des copropriétés ou des types de bâtiments peuvent être assez bruyants. Et on peut imaginer qu'après une isolation thermique, tous les bruits intérieurs soient amplifiés. Est-ce que vous avez déjà participé à des travaux, donc dans des projets de rénovation énergétique? Non. Non, pour la raison très simple, c'est que souvent l'acoustique n'est pas la priorité. Donc lorsqu'une copro fait appel à un BET thermique, ils ont tout l'argent pour un BET acoustique. Donc non. En revanche, il existe des solutions qui sont efficaces sur le plan thermique et acoustique, les deux à la fois. On peut travailler tout à fait les deux de main dans la main. Ce qui est thermique n'est pas forcément acoustique, mais souvent ce qui est acoustique est thermique. Alors, je peux peut-être essayer d'apporter un petit élément de réponse. Effectivement, en copropriété, la difficulté, c'est qu'il va falloir vendre en quelque sorte le diagnostic mixte. Lorsque, par exemple, on a fait différents scénarios de rénovation thermique, et il faut voter en copropriété, en réunion de copropriété, il faut voter le diagnostic acoustique complémentaire
pour pouvoir apporter des réponses. Donc la bonne nouvelle, c'est que la plupart des bureaux d'études thermiques, ou beaucoup de bureaux d'études thermiques commencent à se doter de performances acoustiques en interne et qu'ils peuvent mener ces diagnostics. Les acousticiens, de même, un diagnostic acoustique, c'est un diagnostic bâtiment en fait, qui comprend des points de vue sur la ventilation, l'aération, et donc, mais c'est toute la difficulté. Un diagnostic simplifié, est-ce qu'il est suffisant pour identifier tous les conduits shunts, et savoir qu'est-ce qui va pouvoir être utilisé pour remettre en place un système d'aération, etc. Acoustique, thermique et ventilation, c'est vraiment trois disciplines qui doivent être abordées de manière globale. La difficulté, c'est cette interface entre les disciplines. Je pense que il y a certaines collectivités qui encouragent et qui financent ces diagnostics mixtes. C'est notamment le cas au voisinage des aéroports, où là, il y a une assistance à maîtrise d'ouvrage qui va s'efforcer d'avoir ce regard-là. Mais c'est la personne qui pose la question a raison. Il faut s'efforcer de regarder les choses de manière globale, sous peine de passer à côté de... Il y a eu le cas récemment, on a présenté un webinaire au mois de juin où un bureau d'études acoustiques a rapporté le cas d'une rénovation purement thermique qui en fait s'est soldée par un échec sur le plan acoustique. Ça, c'était pas trop grave parce que c'était un problème d'entrée d'air. Donc, pour quelques dizaines d'euros, on passe d'une entrée d'air purement aérolique à une entrée d'air qui assure les débits hygiéniques et qui également apporte des performances acoustiques. Mais ça souligne cette nécessité d'interface de dialogue entre les disciplines. Et la difficulté pour le particulier, c'est qu'il a affaire avec plusieurs corps de métier, en fait, lorsqu'il doit arbitrer différents devis dans plusieurs disciplines, dans plusieurs corps de métier. C'est là où c'est complexe. Qui prend la décision? Est-ce que c'est l'aérolique pour les débits hygiéniques? Est-ce que c'est l'acoustique pour les modules acoustiques? Souvent, c'est l'architecte en fait qui va avoir ce rôle lorsqu'il y a un architecte, mais c'est pourquoi il faut encourager les rénovations d'ampleur, les rénovations importantes, pour pouvoir justement avoir ce rôle de maîtrise d'œuvre qui va coordonner les différentes disciplines. J'allais dire que alors, oui, l'heure tourne, par contre, on va bientôt devoir clore ce webinaire. J'allais dire qu'il me semble, et c'est vrai que pour moi, euh, c'était une découverte ce que les deux exposés que vous avez faits. Il y a des choses intuitivement, on avait l'impression de maîtriser, mais j'arriverais presque à une conclusion que c'est malheureusement un peu le parent pauvre, l'acoustique du bâtiment, et qu'on va avoir des solutions un peu soit toutes faites, entre guillemets, bidouillage, et malheureusement, ça résout pas tout, et on ne s'adresse pas forcément aux bons interlocuteurs, aux bons professionnels que sont des acousticiens, ou on ne vous embarque pas suffisamment tôt dans certains projets, justement. Bah, souvent, vous savez, l'acoustique, moi, s'y intéresse une fois qu'elle pose problème. Donc, il n'est pas rare d'observer des conduites de chantier avec un architecte en maîtrise d'œuvre. Et une fois que le chantier est rendu, eh bien, on se rend compte en fait que les conditions ne sont pas exploitables. Je vais prendre le cas là récemment j'étais missionné sur un restaurant. Les architectes ont designé un très beau restaurant, très très classe à Paris. Cependant, ils n'ont pas pensé un instant à l'acoustique. On peut pas parler dans ce restaurant, quoi. Donc on vient manger, mais on ne peut pas discuter. Et la réponse des architectes à la maîtrise d'ouvrage a été: écoutez, nous on est garant de l'esthétique. Voilà.
Donc, je suis arrivé derrière et j'ai proposé des solutions pour pouvoir rattraper voilà, mais il est vrai que la France est très en retard sur la notion et sur la conscience et l'importance de l'acoustique. Donc, vous avez raison, l'acoustique, c'est une fois qu'elle est installée. Puis le problème de l'acoustique, c'est que on peut difficilement la visualiser en amont. Donc, les problèmes interviennent une fois que c'est terminé. Donc, et puis tout vu que c'est un sujet qui est assez vaste, tout le monde pense y connaître un petit peu. Donc tout le monde fait un petit peu à sa sauce. Alors parfois ça fonctionne et puis dans certains cas ça ne fonctionne pas. Il m'arrive d'aller sur les hôtels et de voir que l'entrepreneur a installé des cloisons acoustiques, mais de façon à ce qu'elles ne fonctionnent pas. Donc là, il faut tout démonter. Donc, mais l'acoustique, vous savez, si elle est bien pensée, ça fonctionne très bien. Oui, oui, j'imagine. Mais malheureusement, encore faut-il en tenir compte ou y penser au moment du projet pour justement éviter des déconvenus comme ça. Bien sûr. C'est vrai. Mais vaste sujet et sujet également très, très intéressant. On va devoir, j'allais dire oui, on va devoir clore le webinaire. Euh, je vous remercie, Monsieur Gonnet et Monsieur Strauss, de bien avoir voulu partager vos connaissances vis-à-vis pour le grand public. De rien. Des choses toujours très, très intéressantes, on va dire. Et enfin, pour toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire, si vous voulez recevoir le PowerPoint de ce qui s'est dit, je vous remercie de répondre au questionnaire de satisfaction que vous recevrez dans quelques jours. Marc, Il est même sur le lien dans la discussion. Marc, est-ce que je peux juste ajouter, il y a un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Il y a sûrement des réponses qui se trouvent dans un excellent guide qui est téléchargeable gratuitement, qui a été publié par Association Qualitel en 2018, Mhm. qui s'appelle Amélioration acoustique dans les logements, et qui reprend de manière très didactique un petit peu tout ce qu'on a pu évoquer jusque-là. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait en cas de parquet ancien, un parquet qui grince, etc. Et donc cet ouvrage gagne à être connu. On le mettra dans les liens également en même temps que les diaporamas. Oui, merci beaucoup. Et puis moi, je le consulterai aussi parce que des fois, on a quelques questions aussi relatives au bruit. Donc, ça me permettra de mieux répondre au public. Voilà, encore une fois, un grand merci pour cette intervention qui j'espère, a intéressé beaucoup de nos participants. Bien. Merci à vous. Voilà, au Merci à revoir. vous. Merci pour l'invitation. Merci. Au revoir. Au revoir.